Alors, on va s'interroger maintenant. Il existe des constructeurs qui sont un peu spécifiques ou spéciaux par rapport aux constructeurs standards qu'on vient de voir jusqu'ici. Donc, les constructeurs typiques permettent d'initialiser proprement les données d'une classe. Il existe cependant des formes de constructeurs plus atypiques. Principalement, un constructeur qu'on appelle constructeur par défaut, un constructeur de copie, un constructeur privé. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours ajouter ces types de constructeurs-là, mais on rencontre ces types de constructeurs-là à l'occasion. Donc, constructeur par défaut, constructeur de copie, constructeur privé, créateur, constructeur statique. Donc, le constructeur par défaut. Donc, un constructeur par défaut, c'est un constructeur qui ne prend aucun argument. On en avait déjà parlé avant, mais on le répète. Avec les valeurs d'initialisation directes, il est assez rare de coder son propre constructeur par défaut de nos jours. Donc, comme ici, on peut mettre, par exemple, on a une classe monstre ici, 1, et on dit que le nom par défaut, c'est monstre, et que la force par défaut, c'est 20. Okay. Cependant, ça, on peut faire ça en C#, mais seulement depuis la version 6 ou 7. Je ne me rappelle pas trop, donc 6 avant, avec la version 6. Si vous étiez dans la version avant 6 de C#, ça fait quand même un certain temps de ça, vous auriez dû coder la même classe que vous avez codée ici, vous auriez dû la coder en utilisant un constructeur par défaut. Comme on le voit ici, public monstre 2, c'est un constructeur, aucun argument. Et on dit le nom est égal à monstre et la force est égale à 20. Okay? Donc, les valeurs par défaut de nos propriétés, on les met dans le constructeur par défaut, au lieu de les mettre directement vis-à-vis des propriétés. Mais un constructeur par défaut est encore utile à l'occasion. Encore aujourd'hui. C'était beaucoup plus utile avant. Maintenant, c'est moins utile, comme je vous dis, parce qu'on peut mettre directement les initialisations ici, au lieu de devoir les mettre dans un constructeur par défaut. Donc, ces deux classes-là sont rigoureusement équivalentes. Quand vous codez ça comme ça, C# va automatiquement générer un constructeur par défaut pour vous, même si vous n'en mettez pas un dans la classe. Donc, comme on dit ici, si une classe ne possède aucun constructeur, alors le compilateur C# en crée automatiquement un par défaut pour vous. Donc, ici, on a la classe monstre, on n'a pas défini de constructeur dedans. Si on fait type of monstre, .getConstructors, puis qu'on va chercher le constructeur 0, le premier de la gang, on voit qu'il y en a un, on fait DOM, et on voit, c'est OK, monstre.constructeur. Donc, il existe effectivement un constructeur par défaut. Le constructeur, il n'y a pas d'argument. Constructeur par défaut dans la classe monstre, qui a été automatiquement ajoutée par le compilateur. Donc, pourquoi on voudrait vouloir ajouter un constructeur par défaut? Donc, si l'initialisation de certaines données ne peut se faire directement pour chacune d'entre elles, okay, alors on doit utiliser un constructeur par défaut. Donc, on va fournir un exemple un peu plus loin pour ça, mais pour un constructeur statique. On va voir plus loin. Si la classe possède déjà un constructeur, mais qu'on veut aussi permettre l'initialisation avec une séquence d'initialisation uniquement, alors on doit fournir un constructeur par défaut. Donc, voir l'exercice 5.5. Dans certaines librairies, il est impossible de créer des objets par désérialisation ou autre si l'on ne possède pas un constructeur par défaut. Constructeur de copie maintenant. Un constructeur de copie, c'est un constructeur qui permet de créer un nouvel objet à partir d'un objet existant, le but étant d'en créer une copie identique. Par exemple, on a ici un hydre, on se crée un nouveau monstre qui s'appelle hydre, puis qui a une force de 80. Et ça, c'est le constructeur typique ici. Juste en dessous, on fait appel au constructeur de copie. On fait hydre2.newMonstre hydre. Donc, on crée un nouveau monstre, puis au lieu d'y passer un nom et une force, on y passe un monstre qui existe déjà. Donc, new monstre hydre, on y passe un monstre qui existe déjà, puis on lui dit, crée-moi un nouveau monstre qui est une copie du monstre que je te passe en argument. C'est ça un constructeur de copie. Et si on fait un DOM, on voit que les deux sont identiques. Donc, hydre 80, hydre 80. Donc, classe monstre, public string non, public int force. Alors, comment on peut créer ou définir un constructeur de copie?
Ben, d'abord, ici, on a le constructeur typique, donc public monstre string non in force, 10.nom égale non, 10.force égale force. Évidemment, il faut valider avant, mais là, on ne s'occupe pas de ça ici. On ne veut pas que notre code soit trop long. Par contre, dans un constructeur de copie, voici public monstre, puis qu'est-ce qu'on a comme argument? On reçoit un monstre qui est un autre monstre. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on n'a pas besoin de valider parce qu'on sait que notre monstre ici possède des valeurs qui sont convenables. On va dire 10.nom égale autre.nom et 10.force égale autre.force. Donc, le nom de notre monstre qu'on vient de créer, c'est le même que le nom de l'autre monstre qu'on a passé en argument. Et la force du monstre qu'on vient de créer, ou qu'on est en train de créer, ou d'initialiser, c'est la même que la force de notre autre monstre. OK? C'est bébé, d'une certaine façon. Donc, en général, un constructeur, et là on passe maintenant à l'étape constructeur privé. Donc, en général, un constructeur est public. Certaines classes abstraites vont nécessiter ce qu'on appelle un constructeur protégé. On n'a pas encore touché à ça. On peut aussi définir un constructeur comme étant privé. Donc, l'objectif typique, c'est de contrôler la création de nouveaux objets. Par exemple, prochaine diapo, on peut s'en servir pour créer un pluriton ou un type énuméré d'objets, si vous préférez. Donc ici, on a un exemple, pluriton. Donc au lieu d'être un singleton, c'est un pluriton. Donc on a une classe pays, puis on ne veut pas un singleton, il y a juste une instance. Ici, il n'y a pas juste une instance, il y en a deux instances. Il y a une instance Canada, puis il y a une instance États-Unis. Donc, par exemple, supposons qu'on modélise un logiciel pour effectuer des livraisons au Canada et aux États-Unis. On a donc seulement deux pays possibles. On pourrait modéliser cela ainsi. Donc, on a une classe pays avec un nom et un code. Et on a ici le pays, le nom Canada, le code c'est CA, et le pays États-Unis, son nom de code c'est US. Donc, on se crée notre constructeur ici, private pays, on le crée privé, de sorte que ça nous empêche de créer des instances à l'extérieur de la classe. Et on se crée deux pseudo-constantes, donc des static read-only, deux pays, le Canada et les États-Unis, qu'on crée avec new Canada code CA, new États-Unis code US. Donc on vient de créer deux pays, puis il n'y en aura pas plus que ça. Parce qu'on ne peut pas créer des nouveaux pays à l'extérieur de la classe. Donc, il y a juste deux pays qui existent, le Canada et les États-Unis, dans ce contexte-là. Maintenant, la notion de créateur. Donc, un créateur, c'est une méthode statique dont l'objectif est de construire des objets. Donc, un créateur, c'est pas comme un constructeur. Donc, un créateur, c'est une méthode statique, c'est pas un constructeur. Donc, l'objectif est de construire des objets. Un créateur est utile pour créer des objets pour lesquels on ne veut pas spécifier précisément la classe au moment de la compilation. Si on voulait préciser précisément la classe, ben, on ferait simplement un new. Par exemple, la classe array possède une méthode createInstance qui permet de créer un nouvel array en spécifiant son type et sa taille au moment d'exécution. On l'a ici, array.createInstance, type of int 10. Ça va nous créer un array de 10 entiers. Il existe en fait toute une panoplie de patrons de conception, qu'on appelle design pattern, pour créer des objets. On les appelle les creational patterns ou les patrons créationnels ou de création. Donc, vous allez les approfondir en Prog 4. Finalement, le constructeur statique. Donc, un constructeur statique, c'est comme un constructeur par défaut. Ça n'a aucun argument, mais ça sert à initialiser les données statiques de la classe au lieu d'initialiser les données d'instance de la classe. Un constructeur statique, est appelé automatiquement au démarrage du programme. Donc, ce constructeur-là, le constructeur statique, est appelé automatiquement au démarrage du programme. Donc, on a un exemple ici. On a une public static class utile, donc une classe utilitaire. Et dans la classe utilitaire, on a une liste de nombres premiers. Donc, public static read-only list int premier inférieur à 100. Donc, la liste des nombres premiers inférieurs à 100 et
qui est égal à new. Donc, new, ça va nous créer une nouvelle liste. Mais là, il faut remplir cette liste-là. Il faut mettre dedans les nombres premiers qui sont inférieurs à 100. Comment on peut faire ça? Évidemment, on aurait pu mettre directement les nombres premiers en allant les chercher sur Internet. Donc, 2, 3, 5, 7, etc. Mais là, on va se créer un petit programme qui va automatiquement remplir notre liste avec les nombres premiers inférieurs à 100. Donc, on a ici notre constructeur statique. Donc, notre constructeur, il porte le même nom que notre classe, utile, utile, mais il est statique, comme on le voit ici. Donc, ça, c'est un constructeur statique. Le constructeur statique n'a jamais d'argument. Évidemment, vous ne pouvez pas l'appeler vous-même, il est appelé automatiquement au démarrage du programme. Donc, on se crée ici, on fait ici un petit algorithme, en fait, pour générer les nombres premiers inférieurs à 100, donc constante in sup 100, et on génère ici le code, en fait, vous pouvez regarder ça, mais ce n'est pas super important de comprendre, mais ça va générer la liste des nombres premiers inférieurs à 100. Donc, en résumé, en ce qui concerne les constructeurs spéciaux, donc certains constructeurs sortent du cadre typique, donc vous avez les constructeurs par défaut, qui n'ont aucun argument, constructeurs de copie, constructeurs privés, créateurs, constructeurs statiques. Ceux dont vous vous servirez le plus dans un premier temps sont les deux premiers, constructeurs par défaut, constructeurs de copie, mais les trois autres se pointent aussi à l'occasion dans le décor. Donc, copie d'un article. Alors, on crée un nouvel article, crayon, prix, et on crée article 1, on crée un article 2 qui est une copie, new article, article 1, qui est une copie de l'article 1. Et on fait un dump de l'article 2, comme on voit ici. Donc, vous devez coder ici le constructeur de copie. Il y a un petit challenge là, quand vous allez faire ça, là, vous allez le rencontrer. Voilà, vous faites la saisie. Et hop,